Mais comme Benjamin Netanyahou a échoué à vaincre le Hamas et à l'éliminer, c'était son objectif, à vaincre et éliminer le Hezbollah, à imposer un changement de régime en Iran, et c'est bien ce qu'il a dit dans ces trois cas, il se retrouve aujourd'hui piégé. Et il a besoin d'une victoire. D'où pourrait venir cette victoire de Donald Trump? Mais il y a quelque chose de plus subtil que ce que Donald Trump dit en apparence. En réalité, ce que fait Donald Trump, c'est du chantage envers ses propres alliés. Cette guerre contre l'Iran marque le début du déclin de l'Empire américain. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Lena Petrova et je vous retrouve pour un nouvel épisode de World Affairs in Context. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir à nouveau dans l'émission Elijah Magnier. Elijah est analyste politique et correspondant de guerre chevronné, avec plus de 35 ans d'expérience à couvrir le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Je dois dire qu'Elijah est ma référence incontournable sur le Moyen-Orient. Il est spécialisé dans le reportage en temps réel sur la politique, la stratégie militaire et le terrorisme. Sa connaissance approfondie de l'Iran, de l'Irak, du Liban, de la Libye, du Soudan et de la Syrie rend ses analyses indispensables. Alors n'oubliez pas de suivre ses publications sur son site ainsi que sur X, anciennement Twitter. Vous trouverez les liens dans la description ci-dessous. Elijah, bienvenue à nouveau dans l'émission. Je suis vraiment ravie de te revoir. Lena, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir et merci pour cette belle présentation. Bien sûr, c'est un plaisir de vous recevoir. Commençons par l'état fragile du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. Il semble littéralement ne tenir qu'à un fil. Les États-Unis ont en fait rompu le cessez-le-feu ce week-end, en menant des frappes sur le port iranien de Bandar Abbas et sur d'autres sites à travers le pays. L'administration Trump a bien sûr affirmé que la première frappe américaine visait à préserver le cessez-le-feu. Et ça m'a tout de suite fait penser à George Orwell. Même Orwell aurait été surpris d'entendre ça. Mais au cours des dernières 24 heures, de nouvelles frappes ont visé l'Iran. L'Iran a évidemment répliqué et nous savons que les gardiens de la révolution ont abattu un drone américain MQ-9 dans l'espace aérien iranien au cours des dernières 24 heures. Pourriez-vous nous dire, selon vous, où en est aujourd'hui le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran? Et est-ce que cette guerre est en train de se transformer en conflit de basse intensité? Il y a beaucoup de points que vous avez soulevés. Alors d'abord, le cessez-le-feu tient, mais pas vraiment, pas dans le vrai sens du terme. Les deux camps s'accordent à dire qu'il n'y a plus de véritable guerre et qu'on ne reviendra pas à l'intensité des combats des 40 premiers jours. L'événement particulier d'aujourd'hui, quand le CENTCOM a vraiment parlé d'une attaque iranienne et de missiles balistiques iraniens sur le Koweït, concernait ce que les Iraniens ont défini comme la source de l'attaque contre leur littoral et contre leurs intérêts. Les Iraniens savent donc très bien d'où tout est parti. Bien sûr, ils savent que les États-Unis ne tirent pas de missiles, de drones ou d'artillerie depuis leur propre territoire, mais depuis le Moyen-Orient et leurs bases là-bas. Et certainement pas depuis la mer, parce que la distance entre le Koweït et l'Iran jusqu'à Bandar Abbas est bien plus courte. C'est même la plus courte de toutes les distances entre les pays du Golfe et Bandar Abbas. Donc, les Iraniens sont en état d'alerte et ils veulent maintenir cette logique de coup pour coup. Sinon, les Américains vont imposer une nouvelle règle d'engagement où eux peuvent tirer sans que les Iraniens répliquent. Et dans ce cas, les Américains vont en faire davantage. C'est exactement le style israélien au Liban et ailleurs. Si un camp est attaqué et ne répond pas immédiatement de la même manière, l'autre camp y voit une forme de faiblesse.
Ensuite, il y a eu une deuxième attaque, bien plus importante, puis une troisième et une quatrième. Donc ça s'est établi aujourd'hui. Et je pense que les deux camps ont compris, à travers cet échange de messages, qu'ils devaient garder la situation sous contrôle. Maintenant, est-ce que cela va mener à un cessez-le-feu permanent? Eh bien, en réalité, la réponse est non, à cause du cadre. Et ce cadre, ce n'est pas un accord, ce n'est pas un deal. C'est simplement un document avec 14 points sur lesquels les deux parties ont accepté de s'asseoir, de discuter et de mettre en œuvre le minimum. Autrement dit, le premier point, celui où le cessez-le-feu et la fin de la guerre sont imposés à Israël au Liban. Et ça, c'est quelque chose sur lequel les Iraniens ne veulent pas transiger et que les Israéliens rejettent complètement. C'est pour ça que Donald Trump a dit la semaine dernière qu'il signerait dimanche. Et aujourd'hui, Axios a de nouveau fait fuiter cette information, comme il l'avait déjà fait par le passé, en affirmant qu'un cessez-le-feu allait être signé. Mais il ne l'a pas été. Et voilà qu'il recommence en disant qu'il y a une signature marquant la fin du conflit, alors que les Israéliens avancent, envoient davantage de troupes dans le sud du Liban, détruisent et attaquent deux grandes villes du sud, Tyr et Nabatie, et ordonnent aujourd'hui le déplacement interne de 19 villages. On parle donc de dizaines de villages et de dizaines de milliers de personnes forcées de se reloger. C'est un déplacement illégal, une punition collective infligée à la population. Et sur ce point, Donald Trump ne peut pas affronter Benjamin Netanyahou. Donald Trump cannot face Benjamin Netanyahu on this point, and his minister Itamar Ben-Gvir said, Et son ministre, and say services like the case of the Bosphorus. Yes, that is a possibility. Is that going to be oui, c'est une possibilité. Est-ce que Donald Trump va accepter ça? Il y a tellement de problèmes complexes que Donald Trump et Benjamin Netanyahou ont créé il y a environ 85 jours, en lançant une guerre illégale contre l'Iran, qu'ils ne savent plus comment trouver une autre voie, ni comment inventer une sortie à ce dilemme dans lequel ils se sont eux-mêmes enfermés. Ils pensaient que tout se terminerait en 3 jours, avec la chute du régime iranien. Et ça n'est pas arrivé. Alors, en réalité, ils tournent en rond. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Ils ne savent pas comment frapper l'Iran au point d'atteindre leur objectif. Ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont échoué sur toute la ligne. Et maintenant, ils cherchent à maintenir un état de ni guerre, ni paix. Ces dernières semaines, j'ai vu plusieurs vidéos montrant Israël en train de détruire complètement des villages entiers au Liban. Vous avez évoqué brièvement le sud Liban, mais je pense que ce serait important de se concentrer sur cette question parce qu'elle est au cœur du conflit au Moyen-Orient, tout comme Gaza d'ailleurs. L'administration Trump avait auparavant accepté de limiter les frappes israéliennes au Liban, notamment celles visant les infrastructures civiles. Mais il n'a pas réussi, ou il a choisi de ne pas le faire, de ne pas freiner Israël. Aujourd'hui, la situation dans le sud Liban s'aggrave clairement. Elijah, qu'est-ce qu'Israël cherche à obtenir au Liban? Et que se passe-t-il concrètement dans le sud Liban en ce moment? Prenons les médias israéliens. Les médias israéliens reconnaissent que Benjamin Netanyahou a échoué sur tous les fronts. D'après les Israéliens, le Hamas est toujours à Gaza. Israël continue de bombarder le Hamas, de mener des assassinats ciblés contre des responsables, mais aussi contre des civils. C'est là que les Israéliens mélangent les cibles civiles et militaires, en disant qu'ils se cachaient derrière des civils. Et c'est le même discours quand les Israéliens affirment « Nous avons tué 20 000 membres du Hamas, mais au final, nous avons tué 80 000 civils. » Voilà le récit israélien. Encore une fois, les médias israéliens expliquent que l'armée israélienne reconnaît son incapacité à désarmer le Hezbollah, sauf si elle occupe tout le pays, le Liban, et qu'elle procède maison par maison pour désarmer le Hezbollah. Et ça, en réalité, c'est irréalisable.
to disarm Hezbollah, and that is actually unfeasible. They've tried in 1982 and they've failed. Ils ont essayé en 1982 et ils ont échoué à une époque où le Hezbollah n'était pas aussi organisé ni aussi expérimenté. Donc la situation de Benjamin Netanyahou face à l'Iran n'est pas meilleure. Il a commencé la guerre en disant « Nous allons éliminer le programme nucléaire iranien, définitivement, complètement, de l'Iran. » Et maintenant, il négocie sur l'uranium enrichi à 60%. Il avait déclaré qu'il n'accepterait pas le programme de missiles iranien et qu'il tolérerait seulement que l'Iran possède des missiles d'une portée de 3 à 500 km, suffisante pour frapper les pays arabes, mais pas Israël. Et maintenant, ils ont renoncé à ce point. Ils ont aussi dit « Nous couperons la tête de l'État ». Ils parlaient de l'Iran pour qu'il cesse de fournir des armes et de l'argent au Hezbollah. Et ça aussi, ça a échoué. Alors les Israéliens disent à leur population que finalement, le vrai problème, c'est une direction politique incapable de gouverner. Et cette direction se retrouve face à des élections à la Knesset en septembre, où un nouveau Premier ministre sera choisi après le vote. En novembre, il y aura donc un nouveau chef du gouvernement. Voilà le dilemme de Benjamin Netanyahou. Il essaie d'obtenir un résultat, mais il échoue sans arrêt. Alors, ce qu'il fait, c'est tuer des civils. Pourquoi il fait ça? La réponse est simple. Pour lui, les assassinats ciblés provoquent une réaction presque folklorique au sein de la société israélienne. Une société désormais habituée à la guerre et à la violence, avec plus de 70% de la population qui soutient la guerre. Parce qu'il regarde Gaza se faire détruire. Et pendant ce temps, il parle du Liban, pour infliger encore plus de souffrance à la population civile, dans l'espoir d'éliminer le Hezbollah. Mais quand on parle d'éliminer le Hezbollah, on parle en réalité de 40% de la population libanaise, donc de plusieurs millions de personnes. Comment peut-on se débarrasser d'eux? C'est une totale ignorance, ou bien un appel à quelque chose d'impossible, puisque le Hezbollah est profondément enraciné dans la population, avec une forme de souveraineté intégrée, puisqu'il fait partie du gouvernement, du Parlement et aussi de la vie sociale quotidienne. C'est donc, encore une fois, impossible à atteindre. Benjamin Netanyahou essaie d'infliger davantage de souffrance à la population libanaise pour forcer le Hezbollah à se rendre. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que d'abord, le Hezbollah ne considère pas les pertes humaines et les destructions comme des défaites, mais comme des sacrifices. C'est un acteur idéologique non étatique qui fonctionne selon des critères totalement différents des nôtres, de ceux de l'Occident, ou de l'approche militaire classique quand on évalue les résultats d'une guerre. Ensuite, Benjamin Netanyahou a en réalité aidé le Hezbollah à surmonter ses pertes, en ordonnant dès le premier jour le déplacement de tous les civils du sud du Liban et de la vallée de la Bekaa, regroupant ainsi plus d'1 300 000 personnes à Beyrouth. Nous allons y venir. Donc le Hezbollah aujourd'hui, il est libre de se battre sans se soucier des pertes civiles parmi son propre peuple. Pourtant, le Hezbollah mène un combat discipliné contre l'armée israélienne, qui est, comme on le sait depuis Gaza, l'armée la plus immorale du monde, tuant des civils libanais, mais pas les combattants du Hezbollah. Si on écoute ce que dit Israël, ils auraient tué jusqu'à présent 2 ou 3 commandants. Bien sûr, ils ont tué plusieurs combattants, mais ce ne sont pas 3200. D'après le Hezbollah, et selon le ministère libanais de la Santé, plus de 95% des victimes sont des civils, avec plus de 10 000 blessés parmi eux. Donc, en réalité, il s'en moque. Son but, c'est de faire mal. Et le Hezbollah, de son côté, ne cherche pas à vaincre Israël. Il reconnaît qu'Israël est un ennemi puissant. Le Hezbollah n'est pas là pour le vaincre, mais pour infliger de la douleur, une douleur qui s'accumule.
L'idée, c'est que les Israéliens finissent par se dire « Bon, si chaque jour on a quelques pertes, si on perd quelques véhicules ou bulldozers, alors au fil des semaines, des mois, des années, puisque Israël n'a aucune intention de se retirer du Liban, cette accumulation deviendra assez lourde pour qu'Israël finisse par conclure « Finalement, rester au Liban, ce n'est peut-être pas une si bonne idée. » C'est donc un combat entre un éléphant et un petit insecte qui le harcèle jour et nuit, juste pour s'assurer que l'éléphant ne dorme pas et qu'il ne soit jamais vraiment à l'aise là où il se trouve. Mais ça reste un éléphant, c'est Israël. Et en face, un minuscule insecte. C'est le Hezbollah, qui malgré sa taille réussit encore à déranger la toute-puissante machine militaire israélienne et à lui rendre la vie infernale. Et tout cela, selon l'article 51 de la Charte des Nations Unies, qui reconnaît aux Libanais le droit de se défendre contre une force d'occupation. Cette semaine, le président Trump a dit quelque chose d'assez choquant et j'aimerais partager la citation ici. Il a déclaré, je cite, « Si l'Arabie saoudite, le Qatar, le Pakistan, la Turquie, l'Égypte et la Jordanie ne rejoignent pas les accords d'Abraham, nous n'irons pas de l'avant avec l'accord sur l'Iran. Ces pays nous le doivent. » Fin de citation. If Saudi Arabia, Qatar, Pakistan, Turkey, Egypt, and Jordan do not sign on to the Abraham Accords, we're not going to move forward with the Iran deal. Those countries owe it to us. End of quote. What precisely do these countries Mais qu'est-ce que ces pays doivent exactement à Israël ici? Parce que là, ça sert les intérêts d'Israël, pas ceux des États-Unis. Et Trump est en train de dire, en gros, que c'est Israël qui détermine la direction de la guerre entre les États-Unis et l'Iran. C'est bien ça, non? Oui, c'est vrai, mais c'est plus que ça. D'abord, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a dit « Nous menons cette guerre parce que nous sommes devenus une superpuissance. Et nous n'avons pas besoin d'aller parler aux Arabes. Quand les Arabes verront notre force et notre puissance, ils viendront supplier pour avoir une relation avec nous. » Mais comme Benjamin Netanyahou a échoué à vaincre le Hamas et à l'éliminer, c'était son objectif, à vaincre et éliminer le Hezbollah, à imposer un changement de régime en Iran, et c'est ce qu'il a dit dans ces trois cas, il se retrouve maintenant piégé et il a besoin d'une victoire. D'où peut venir cette victoire? De Donald Trump. Mais il y a quelque chose de plus subtil que ce que Donald Trump a dit en apparence. En réalité, ce que fait Donald Trump, c'est faire du chantage à ses propres alliés. Ce qu'il dit en fait, c'est que nous n'accepterons pas de cesser le feu avec l'Iran si vous ne normalisez pas les relations. Autrement dit, nous attaquerons l'Iran depuis vos pays. Et donc, l'Iran ripostera contre nous sur votre territoire. Vous subirez les conséquences, parce que nous attaquons l'Iran, à moins que vous ne fassiez ce que nous exigeons. C'est donc une excuse parfaite, la raison la plus évidente pour les pays arabes de comprendre à quel point il est dangereux d'avoir une base américaine sur leur sol. Voilà ce que Donald Trump propose aux Arabes. Il dit en réalité aux pays du Golfe: être notre ami, c'est mortel. Et on en revient à Henry Kissinger, qui disait « Être un ennemi des États-Unis, c'est mauvais, mais être un ami, c'est vraiment mortel. » Et dans ce cas précis, je trouve que cela correspond parfaitement à ce que Donald Trump a dit. On sait bien que Donald Trump est capable de dire n'importe quoi et de changer d'avis plusieurs fois par jour, ou même par phrase. Mais cela dit, je pense qu'il va y réfléchir à nouveau, pas forcément lui, mais les gens autour de lui vont lui expliquer ce que ça veut dire. Et là, on mesure la gravité de ses propos quand on entend des gens comme Lindsey Graham dire exactement la même chose et inviter les Saoudiens à conclure un accord, à rejoindre les accords d'Abraham avec Israël. Alors que l'Arabie saoudite a dit
Nous avons besoin d'un État palestinien et ensuite nous n'aurons aucun problème à normaliser. Mais Benjamin Netanyahou a répondu, un État palestinien, c'est par-dessus mon cadavre. Donc, à mon avis, Donald Trump est en train d'aider l'Iran à faire passer un message en disant aux pays arabes, vous devez vraiment vous détacher des Américains, parce qu'ils sont tous de danger pour votre sécurité nationale. Absolument. Et il y a un autre point intéressant que Trump a soulevé à propos d'Oman. Oman, bien sûr, a joué un rôle clé comme médiateur dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran et continue d'accueillir des discussions entre Washington et Téhéran, comme lors des précédentes négociations sur le nucléaire. Eh bien, le 27 mai, Trump a déclaré, je cite, « Nous allons faire exploser Oman s'il ne commence pas à se comporter comme tout le monde. » Alors, pouvez-vous nous aider à décrypter ça? Parce qu'en réalité, Trump exige, comme vous l'avez dit, que Oman se plie ici aux demandes et aux exigences d'Israël. Eh bien, juste pour rappeler au public, comment a reçu Benjamin Netanyahou et son épouse dans le pays. Ils n'ont aucun problème avec les Israéliens. En revanche, que Donald Trump menace Oman, un pays, comme vous l'avez dit, très ami des États-Unis, extrêmement proche du Royaume-Uni, qui a toujours collaboré avec l'Occident, avec les pays du Golfe et avec l'Iran, jouant un rôle de médiation entre ces pays, et qui était considéré comme très fiable par les Américains, avant Donald Trump, bien sûr, ainsi que par l'Iran et les autres pays du Golfe. Mais encore une fois, c'est une autre raison pour Oman de rejoindre les pays du Golfe et de comprendre que, finalement, la présence américaine dans le Golfe doit prendre fin. En disant cela contre les alliés, les plus proches alliés, les alliés pacifiques les plus proches, ceux qui ont toujours acheté des armes américaines, qui ont toujours ouvert leurs portes à toutes les entreprises américaines, britanniques et étrangères, pour venir investir et prospérer dans le pays, qui ont passé des accords avec l'Occident et se sont considérés comme ses alliés les plus proches, mais de manière pacifique. On découvre en réalité qu'ils ne sont qu'une carte à jouer sur la table, puis à jeter. Un point de blocage majeur, bien sûr, reste le programme nucléaire iranien. Washington semble toujours exiger des restrictions très strictes sur l'enrichissement de l'uranium et sur les capacités de missiles, tandis que l'Iran affirme que ses droits nucléaires civils ne sont pas négociables. Et ils ne le sont pas. Ils ne devraient pas l'être. Que pensez-vous de la demande des États-Unis concernant la destruction de ce que Trump appelle la poussière nucléaire et du transfert possible de l'uranium enrichi vers la Chine ou la Russie? Pensez-vous que l'Iran pourrait envisager une telle option ou est-ce que c'est totalement exclu? C'est complètement exclu, et pour une raison simple. D'abord, l'Iran est signataire du traité de non-prolifération nucléaire. Ce traité lui donne le droit d'enrichir l'uranium jusqu'à 93% ou à tout autre niveau, tant que c'est sous contrôle et que ce n'est pas à des fins militaires. Donc il n'y a pas de limite à l'enrichissement de l'uranium. Ensuite, imaginons que l'Iran dise « Bon, j'ai produit du 60%, ce qui est vrai, uniquement comme moyen de pression après l'assassinat de Fakhrizadeh, le directeur du programme nucléaire, par les Israéliens et les Américains. En 2020, ils étaient montés à 20%, puis à 60%, quand les Israéliens, le Mossad et la CIA ont attaqué les installations nucléaires de Natanz et y ont introduit un virus qui aurait pu faire exploser tout le réacteur si l'Iran n'avait pas réussi à le contenir. Donc, l'Iran peut très bien dire « D'accord, ce 60%, c'était un levier, on n'en a plus besoin. » Mais la première question, c'est « Pourquoi les livrer aux États-Unis ?» Ensuite,
Si jamais il les livre aux États-Unis ou à un autre pays, qui peut garantir que les États-Unis respecteront l'accord et ne le révoqueront pas, comme Donald Trump l'a fait en 2018? C'est lui qui a détruit le JCPOA, puis qui a dit que Barack Obama ne comprenait rien. Pour lui, cet accord n'existe plus. Il n'a de compte à rendre à personne et il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas un seul dirigeant dans le monde capable de garantir le comportement des États-Unis, ni de se proposer, que ce soit la Chine ou la Russie, comme garant des États-Unis. Ce qu'ils peuvent faire, en revanche, c'est dire « on garde votre uranium enrichi à 60% et on vous le rend si les États-Unis violent l'accord ». C'est justement pour ça que les États-Unis refusent que ce 60% soit stocké ailleurs, parce que leur mauvaise intention est déjà là. Sinon, ils n'auraient aucune raison de s'inquiéter. D'abord parce qu'il y a les inspecteurs de l'IAEA sur place, en Iran, pour tout surveiller. Je vais vous donner un tout petit exemple. Quand Donald Trump a dit que dans les installations nucléaires, la moitié des employés s'appellent Mohamed et l'autre moitié Ali, ça voulait dire que l'IAEA avait un accès complet à Internet, une surveillance par satellite de toutes les installations nucléaires. Elle observait tout ce qui s'y passait. Et maintenant, Donald Trump nous dit que l'IAEA transmet ces images au gouvernement américain, et à d'autres, bien sûr, ce qui ne devrait pas arriver. Ensuite, si les Américains ont déjà vu ce qui se passe à l'intérieur de ces réacteurs et que les inspecteurs de l'ONU sont sur place, alors il n'y a rien à craindre. Mais admettons qu'ils veuillent encore plus de garanties. Eh bien, on a Tulsi Gabbard qui dit et qui continue de dire qu'en réalité, l'Iran ne fabrique pas de bombes nucléaires. Raphaël Grossi, le directeur de l'AIEA, a dit exactement la même chose. Il n'y a pas de bombe nucléaire. Et Donald Trump répète le même mensonge. J'empêche l'Iran d'avoir une bombe nucléaire. Mais encore pire, il dit j'empêche l'Iran de bombarder l'Amérique avec une bombe nucléaire. Donc, tout à coup, l'Iran aurait un missile de 10 km capable d'atteindre l'Amérique, aurait déjà fait tous les essais nucléaires et posséderait une ogive nucléaire pointée vers les États-Unis. Un pays qui, lui, a des milliers d'autres ogives nucléaires et pourrait vraiment anéantir l'Iran en quelques minutes. Rien de tout ça ne tient debout, même dans l'esprit de la personne la plus naïve aux États-Unis ou ailleurs, sauf si quelqu'un n'a vraiment aucune idée de ce qui se passe et croit tout ce que Trump raconte. Et c'est exactement ce que Benjamin Netanyahu a dit. Répétez les choses et quelqu'un finira par y croire. Alors, pour que l'Iran livre, pour revenir à votre question, et je m'excuse d'avoir été un peu long, pour que l'Iran livre l'uranium enrichi à 60%, il n'y a ni garantie, ni confiance. Quel mécanisme va-t-on proposer à l'Iran pour qu'il dise « D'accord, je vais avancer et négocier ce qu'on peut faire avec ces 60%. » C'est pour ça que ce cadre, ce document de 14 points, à mon avis, ne sera jamais appliqué tant que Donald Trump sera au pouvoir. Et comme vous l'avez dit, il est très difficile d'imaginer que l'Iran trouve un terrain d'entente suffisant pour conclure un accord, tout simplement parce qu'il n'y a pas de confiance. Et l'Iran a très peu de raisons de faire confiance à l'administration Trump, comme vous l'avez rappelé. Tout remonte au premier mandat de Trump quand il a retiré unilatéralement les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, le JCPOA. Et maintenant, il promet de mettre fin à la guerre au Liban, puis il change d'avis. Ensuite, il promet de transférer 12 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés au Qatar. Et là, Israël dit « Ah non, ce n'est pas possible ». Et Trump change encore d'avis. Alors, dans ces conditions, comment l'Iran peut-il même envisager de négocier avec l'administration Trump? Selon vous, quel est le terrain d'entente qui permet malgré tout de poursuivre les discussions et au moins de maintenir le protocole d'accord? La diplomatie, c'est une autre façon de mener une guerre.
c'est l'art de l'impossible. Et personne ne retire jamais la diplomatie de la table. Elle est là pour essayer de créer un terrain d'entente entre des ennemis en conflit, et même parfois entre des alliés. Dans ce cas précis, il s'agit bien d'ennemis. Les Iraniens doivent montrer à leur population qu'ils font tout leur possible, mais ils ne peuvent pas se suicider. Et ils ne peuvent pas non plus laisser les Américains et les Israéliens obtenir, par la négociation diplomatique, ce qu'ils n'ont pas réussi à obtenir par la force militaire. C'est pour cette raison que les Iraniens sont très déterminés à percevoir des droits pour leur service dans le détroit d'Ormuz, droits que cette guerre illégale a fait naître. Parce qu'avant la guerre, ce n'était pas le cas. Ils veulent donc en tirer des revenus pour les services qu'ils assurent. Ce sera le titre, parce qu'il s'agit d'un passage international, un transit naturel. Mais l'Iran applique une autre loi, pas la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, même si les Iraniens l'ont signée en 1982, sans jamais la ratifier. Au contraire, le gouvernement iranien a décidé qu'il avait le droit d'imposer des frais pour ses services. Et c'est exactement ce qu'il compte faire. Les Iraniens ne renonceront pas à l'enrichissement de l'uranium, parce que c'est ancré dans leur esprit. Ils possèdent le savoir nucléaire. Même si on leur retire l'uranium enrichi à 20 ou 60%, ils savent toujours comment faire, ou même aller plus loin si nécessaire. Et s'ils avaient vraiment voulu fabriquer une bombe, ils avaient tout le temps du monde, entre juin 2025 et février 2026, à un moment où ils étaient convaincus que les Américains et les Israéliens allaient lancer une nouvelle guerre contre l'Iran. Ils se sont simplement préparés à une défense classique. Et ils se sont aussi préparés à la fermeture du détroit d'Ormuz et de Bab el-Mandeb, au cas où la situation aurait empiré. Mais ils n'ont pas eu besoin d'utiliser Bab el-Mandeb pour provoquer une véritable crise économique mondiale. Aujourd'hui, on vit bien une crise économique mondiale, mais à une échelle plus réduite que si le détroit de Bab el-Mandeb avait été fermé. Donc il n'y a pas de confiance, mais ils ne peuvent pas pour autant abandonner la diplomatie. C'est vrai. Elijah, un rapport récent que vous avez sûrement vu, indique qu'il faudra environ 3 ans aux États-Unis pour reconstituer leur stock d'armes avancées utilisées pendant la guerre contre l'Iran. 3 ans. Or, les États-Unis ont aussi besoin de matières premières critiques venant de Chine pour fabriquer leurs armes. Trump ne semble pas en position de poursuivre la guerre ni de la relancer. Il envisage peut-être des frappes ponctuelles à court terme, mais même dans ce cas, cela semble jouer en faveur de la stratégie iranienne, puisque l'Iran a établi une forme de dissuasion dès la première phase du conflit. Et maintenant, beaucoup disent qu'en laissant les États-Unis transformer ce conflit en une guerre de basse intensité, où les deux camps échangent des tirs, abattent des drones, ce genre de choses, cela profite en réalité aux États-Unis. Ce n'est pas vraiment à l'avantage de l'Iran. Alors, comment voyez-vous cette situation actuelle où il n'y a ni accord, ni guerre ouverte, mais pas non plus de paix, pas d'accord et pas d'escalade non plus? Et selon vous, à qui tout cela profite-t-il? Excellente question. D'abord, si on regarde ce qui s'est passé en juin 2025, l'Iran a été pris par surprise. Plus de 40 dirigeants ont été tués dans les premières minutes, et il a fallu 18 heures à l'Iran pour riposter. En février 2026, après la première vague d'assassinats, 10 minutes plus tard, l'Iran a répliqué et bombardé 9 pays en même temps. Même si les Israéliens et les Américains ont réussi à tuer le guide suprême et tous les dirigeants qui étaient avec lui en réunion ce jour-là, le même jour. On voit donc une organisation où chaque province, chaque lieu, chaque unité de missiles savait exactement quoi faire, sans avoir besoin de communiquer avec le centre de commandement et de contrôle.
ce qui veut dire que l'Iran a créé des dizaines de centres de commandement et de contrôle, chacun avec une mission précise à exécuter immédiatement après la première frappe. Autrement dit, entre juin 2025 et février 2026, l'Iran s'est préparé et a accumulé beaucoup d'expérience pour se préparer à la guerre. Au cours des 45 derniers jours, après les 40 jours de guerre, l'Iran a énormément appris. Même pendant ces 40 premiers jours, on a vu l'Iran modifier ses missiles balistiques. Au lieu des missiles classiques qu'il tirait habituellement sur Israël, il est passé à des missiles balistiques à sous-munitions. Les Iraniens ont compris que si ce type de missile était intercepté au-dessus d'Israël, il libérerait des dizaines de petites bombes qui exploseraient sur le territoire israélien. Et s'il n'était pas intercepté, les dégâts seraient terribles. Dans les deux cas, les Iraniens ont continué à fabriquer le même type de missile pendant toute la durée de la guerre et des tirs. Can you imagine how much Iran has learned during the last 45 days and what the Iranians have been doing to prepare for another war? Because I can tell you, I am not more clever than the Iranians. They know perfectly well that there is no end of the war with Israel and with Donald Trump. Donald Trump still has 2.5 years. And this is not someone who likes to be humiliated. According to the New York Times, the first article that came... Le premier article publié après ces 40 jours disait que l'Iran avait réussi à mettre les États-Unis échec et mat. Et le chancelier allemand Merz a déclaré que l'Iran avait humilié les États-Unis. Iran had humiliated the United States, and this is when Donald Trump went all furious. Et c'est à ce moment-là que Donald Trump s'est mis en colère et a commencé à insulter la chancelière allemande à cause de ce qu'elle avait dit. Vous pouvez être sûr d'une chose. D'abord, une guerre n'est dans l'intérêt de personne, ni de l'Iran, ni des États-Unis, ni d'Israël. Ensuite, les dégâts subis par les États-Unis sont immenses. Le ministre de la Défense américain, ou le secrétaire à la guerre, a déclaré qu'ils avaient dépensé 29 milliards de dollars en munitions. Mais il n'a pas parlé des 50 à 60 milliards de dollars correspondant à toutes les bases détruites par les Iraniens au Moyen-Orient. Il n'a pas non plus évoqué les plus de 100 milliards de dollars de pertes économiques liées à la hausse du prix de l'essence et de tous les autres produits que les Américains doivent payer. Il y a donc d'énormes dégâts pour l'économie américaine, pas seulement à cause des bombes que les États-Unis possèdent ou qu'ils n'ont plus besoin de fabriquer. Et d'ailleurs, pourquoi auraient-ils besoin de bombes? Plus personne ne les prend vraiment au sérieux. Ils n'ont pas réussi à vaincre un pays après 47 ans de pression maximale, plus de 5000 sanctions, et malgré la plus puissante armée du Moyen-Orient, ils n'ont pas réussi à le soumettre. Alors, qui a encore peur des Américains? Oui, peut-être Cuba, parce que c'est un petit pays. Donc Donald Trump n'a pas vraiment besoin d'investir des dizaines de milliards de dollars pour produire autant de bombes juste pour détruire Cuba. L'Iran fait 1 640 000 km², 48 000 de plus ou de moins. Mais est-ce qu'on parle de la Chine, là? Est-ce qu'on veut affronter la Chine? La Chine rit en regardant la manière dont les États-Unis et Israël s'en prennent à l'Iran. En réalité, les États-Unis représentent un danger pour les petits pays. S'ils veulent aller aux Bahamas, aux Seychelles, en République dominicaine peut-être, ou attaquer un petit pays africain, oui, Donald Trump a besoin de quelques bombes, mais pas de grand-chose, parce que ces pays-là ne vont pas se battre contre lui. Mais un pays qui a une idéologie, une vraie détermination à se défendre, peu importe la quantité de bombes qu'il possède, celui-là, il ne pourra pas le vaincre. Absolument. Et peut-être une dernière question pour aujourd'hui.
comment cette guerre, dans son état actuel, transforme-t-elle l'architecture de sécurité entre les pays du Golfe? Parce qu'il semble que nous soyons à un tournant, non seulement pour le monde, mais aussi et surtout pour le Moyen-Orient. Les États-Unis et Israël vont-ils continuer à se réserver le droit de bombarder des États non alignés à leur guise? Ou bien va-t-on assister à une forme d'unité, peut-être même à un début d'alignement entre les pays arabes et musulmans pour se protéger et éviter une nouvelle ingérence américaine? Eh bien, le CCG comprend aujourd'hui qu'Israël est prêt à bombarder n'importe quel pays arabe, comme il l'a fait avec le Qatar, sans aucun avertissement et avec l'accord des Américains. Même si Donald Trump a attendu 6 heures avant de sortir pour dire « Je n'étais pas au courant », alors que c'est le CENTCOM qui commande, qui soutient les Israéliens et qui leur permet de décoller d'Israël pour aller bombarder le Qatar. Et pour ça, ils ont besoin de ravitaillement en vol. Donc le CENTCOM n'était clairement pas aveugle, au point de ne pas voir ce qui se passait, ni de donner son feu vert. La seule raison pour laquelle les Américains ont dit « Nous n'avons rien à voir avec ça », c'est parce que l'assassinat ciblé a échoué et qu'ils se sont retrouvés embarrassés vis-à-vis du Qatar. Pas énormément, parce qu'en réalité, Donald Trump s'en fiche complètement. Mais aujourd'hui, les pays du Golfe comprennent qu'ils ont besoin d'un accord avec l'Iran, et aussi avec le Pakistan et la Turquie. Un peu moins avec les États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent plus des États-Unis. Au contraire, ils ont toujours peur d'une révolution de couleur venue des États-Unis contre leur régime. Mais l'échec des Israéliens et des Américains à vaincre l'Iran va marquer les populations du Golfe. Elles vont comprendre que, finalement, l'alliance avec les Américains n'est pas sacrée, qu'elle n'est pas si avantageuse que ça, et qu'ils peuvent très bien s'en sortir sans elle. Ça ne veut pas dire qu'ils le feront, pas pour l'instant, et pas tant que Donald Trump est là, parce qu'ils en ont peur. C'est imprévisible, narcissique, et ils ne savent pas comment il peut leur nuire. Exactement comme il l'a dit aujourd'hui et hier à propos d'Oman et du CCG, en les menaçant d'être bombardés par l'Iran s'ils ne rejoignent pas les accords d'Abraham. Et avant ça, personne n'a oublié comment Donald Trump a dit que désormais le prince Mohammed Ben Salman, le prince héritier, devrait lui baiser les fesses. C'est bien ce qu'il a dit. Voilà le manque de respect qu'il a envers les Arabes. Et les Arabes le comprennent très bien. Si ces mots venaient de quelqu'un capable de les défendre, ce serait une chose. Mais venant de quelqu'un qui a vu toutes ses bases détruites, incapable de se défendre lui-même et de défendre les pays qui les hébergent, c'est autre chose. Je pense que tout le Moyen-Orient va commencer à se réorganiser. Et je pense que cette guerre contre l'Iran marque le début du déclin de l'Empire américain. De 1945 jusqu'à 2026, c'est le tout premier signe. From 1945 until 2026, this is the first beginning. Elijah, merci beaucoup d'avoir été avec nous et pour cette conversation vraiment passionnante. J'espère que tu reviendras bientôt pour un nouvel épisode. Je te recommande vivement de suivre Elijah sur X et aussi d'aller voir son site Become a Subscriber. Le lien est dans la description juste en dessous. Elijah, encore un grand merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Merci de m'avoir invité, Lena.